Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de 2017. Alors c'est la dernière vidéo de l'année, donc à ce titre on doit être le 31, bah oui. À ce titre-là, je voulais d'abord, avant de commencer la vidéo, vous remercier tous et toutes euh, de votre intérêt, de votre générosité dans vos partages, dans vos commentaires, de votre bienveillance, de votre ouverture. Sachez que ça me touche beaucoup, que ça me va droit au cœur et que vraiment je pensais pas du tout en commençant ces vidéos avoir un tel retour de votre part et que ce soit un partage aussi grand. Vraiment, j'en suis moi-même complètement ébahie et je vous en remercie vraiment de tout cœur parce que ça me fait vraiment grand chaud au cœur. Voilà, alors cette petite parenthèse, mais c'était primordial pour moi étant refermée. Donc merci. On va commencer à s'intéresser à 2017. Alors s'intéresser à 2017, c'est pas anodin parce que on a vu que 2016 était une année 9. Cette année 9, donc c'était une année bilan. On n'a pas eu l'impression de faire autant le bilan que ça, on a surtout eu l'impression de faire beaucoup de nettoyage en fait. Ce bilan, il s'est fait, je pense, à l'insu de notre plein gré, dans tout ce qui était vraiment capitalisation de ce qu'il fallait encore équilibrer. Donc cette année, c'est quelque chose de différent qui se profile. C'est-à-dire que tout le monde dit bah, c'est une année 1. Oui, alors attention, c'est une année 1, mais avant c'est d'abord une année 10. 9, 10. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on rechange de dimension et que au départ va coexister ce qui est déjà, le 1, et ce qui reste à faire et à naître, le 0. Le 0, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est un truc qui est quand même super important parce que c'est le libre arbitre en fait. Le 0, c'est un truc qui nous permet d'aller là où on veut, faire ce qu'on veut, sans barrière, sans warning. Donc en fait, on peut y aller. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire des trucs intelligents, hein. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'avant de revibrer en année 1, c'est de pouvoir démarrer des choses concrètes et constructives. Il faut qu'on s'assure qu'on a intégré ce zéro à l'intérieur de notre année 1. C'est-à-dire que cette dimension qui s'ouvre, on l'a vraiment intégrée pour être au 1, 1 plus. D'accord? Et pas au 1 basique et qui nous permet de faire n'importe quoi avec un zéro. Donc ça c'est vraiment la première des choses à laquelle je voulais en venir, c'est-à-dire que bon, on est super content d'avoir fini cette année 9 et puis maintenant on se dit on va être en année 1. Oui, oui, le but c'est ça en fait, c'est de construire du nouveau et de repartir pour un cycle de 9 ans. Alors cette année 1, elle est d'autant plus importante à ce niveau-là, c'est-à-dire que imaginez-vous que ce que vous allez faire cette année va colorer, pour être soft, va colorer vos 9 prochaines années. Ça veut dire que quand vous serez en année 9 encore plus tard, il y aura tout le bilan de ce que vous avez fait à partir de maintenant. Donc du coup, effectivement, le fait d'être en phase avec soi-même, le fait de pouvoir intégrer cette dimension supérieure et en avoir conscience, hein, c'est surtout ça. Après, on est tous à devoir intégrer cette dimension et pas forcément savoir où on doit aller. C'est pas ce qui nous est reproché, c'est pas ce sur quoi on est évalué. Ce sur quoi on est évalué, c'est vraiment la prise de conscience de cette dimension supérieure et la volonté de la regarder et de l'intégrer. Alors ça peut se faire que par bout, hein. On n'est pas hyper forcément, enfin il y en a peut-être, hein. Moi je sais pas, j'ai la tête un peu dure en général, donc c'est pour moi tout peut se faire que petit bout par petit bout, hein. Euh, et c'est vraiment ce qu'on va nous demander, c'est-à-dire de pouvoir vraiment poser le socle de nos 9 prochaines années. Donc peut-être, c'est ce qu'on a vu avec la dernière lune, souvenez-vous, cette lune qui a eu lieu il y a 2 jours, cette nouvelle lune, et qui volontairement a eu lieu, entre guillemets, il y a 2 jours, donc elle va embarquer toutes ces définitions, je dirais, de choses qui ne sont pas terminées, à,
finalement à pouvoir dissoudre et transmuter au fur et à mesure de notre avancement en 2017. Donc on va voir un petit peu comment les énergies cette année vont se profiler. J'ai pas souhaité, alors on va partir je vais faire en fait 2 axes. Je vais reprendre l'astro avec les principaux aspects et la numéro tarot. Avec les lettres hébraïques aussi un petit peu, sans vous noyer dessous, mais juste en vous montrant un petit peu l'adéquation des supports et des énergies. Au niveau astro, j'ai pas souhaité faire un truc signe par signe. Pourquoi? Parce que les signes solaires, pour moi, ils sont de plus en plus lents et de moins en moins représentatifs des énergies du moment. Moi, ce que je ressens en tout cas, je détiens encore une fois pas forcément la vérité, c'est ma vision des trucs. Hein. Ma vision des choses, c'est que ça s'accélère énormément et que ce qui nous rapproche finalement de cette accélération et ce qui nous maintient dans le rythme finalement, c'est l'énergie qui est en lien avec la Lune, avec nos phases de la Lune. Et donc, j'ai fait en fait le scénario de l'année 2017 par rapport aux nouvelles lunes pour pouvoir voir un petit peu quelle est l'histoire que va nous raconter 2017 et comment en fait les énergies s'articulent. C'est quoi cette histoire qu'on va nous raconter? Où est-ce qu'on veut nous faire aller? Qu'est-ce qu'on veut nous faire transformer? Et c'est pas que j'aime lire la fin du livre avant d'avoir commencé, mais quand même, j'aime bien l'idée de pouvoir comprendre le scénario du film parce que il est peut-être un peu compliqué et alors ça sera pas forcément Star Wars hein, dans les épisodes avant après, mais il y a quand même des choses à comprendre qui font que ces énergies, on a des gros pâtés et puis derrière on a des choses qui viennent se placer à des endroits qui m'ont paru vraiment surprenants et il y a des changements énergétiques. Donc c'est pour ça que je vais vous parler surtout d'énergie en phase avec la Lune et pas par rapport à vos signes respectifs parce que le thème de chacun sera forcément différent et va connoter les aspects, il va pouvoir se servir de chaque aspect en fonction du potentiel qu'il a de base. Donc forcément, il y a quelque chose qui est à chaque fois modifié pour permettre l'évolution de façon individuelle, j'allais dire unitaire, oui, parce qu'on nous envoie vers l'unicité. On nous envoie vers une unité intérieure, un équilibrage total, je sais pas, mais en tout cas construit, qui fait que on a vraiment la possibilité d'équilibrer et de ressentir de façon très, très, très rapide ces évolutions. Alors, pour démarrer l'étude, en fait, 2017, on va avoir une somme d'énergie relationnelle. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que les énergies jusqu'à présent qui demandaient des réactions par rapport aux situations, vont devenir des énergies qui bizarrement demandent des réactions entre nous. Alors au démarrage, ça va être des réactions un peu individuelles et au niveau de l'entourage proche. Et après, ça va devenir des réactions par rapport à quelque chose des différentes sphères, puis des réactions par rapport à l'aspect sociétal, puis des réactions je dirais, au niveau international, puis des réactions de Gaïa. D'accord? Donc, et climatologiques. Donc, on a cette espèce d'échelle, en fait, qui va s'amorcer à partir de maintenant, en fait, qui s'est amorcée depuis le solstice et qui va aller crescendo pour nous englober dans un tout, en fait. C'est ce que moi je comprends. Donc,
ces principaux aspects, en fait, on va les passer en revue avant d'étudier les lunes. Ces principaux aspects, en fait, il y a ce fameux carré qu'on a actuellement et qui est assez déterminant au niveau des transmutations, des transformations, je dirais, relationnelles et encore de situations entre nous, qui est le fameux carré et opposition, carré hanté, comme on dit, Jupiter, Uranus et Pluton, qui sont dans les signes de la Balance, le Bélier et le Capricorne. Donc évidemment, ces signes-là, donc en général les signes cardinaux, hein, il manque juste le Cancer, mais le Cancer est en face de Pluton, donc il prend aussi un peu pour son grade, et donc en tout cas au niveau de l'énergie d'équilibrage. Alors je répète que les carrés sont des aspects un petit peu sont des aspects dissonants, mais qui demandent un travail, qui demandent vraiment à ce qu'on comprenne et qu'on conscientise bien. Les aspects d'opposition, quand je parle d'opposition, quand d'autres astrologues parlent d'opposition, c'est pas pareil. Il vaut mieux, à la limite, avoir une opposition qu'un carré. C'est-à-dire qu'une opposition, bah, c'est un équilibrage. Vous avez un ajustement, voilà, entre ces deux énergies, et ces deux énergies, elles se combattent pas, elles cherchent à être complémentaires. Et c'est ce qu'on va voir avec finalement cette astrologie qui va aussi se modifier en fonction de ces aspects énergétiques, qui va perdre son aspect, je dirais, solaire, pour revenir à une astrologie qui était plus ancienne et plus primordiale, qui va aussi s'occuper de la Lune, mais qui va aussi revenir à des aspects relationnels et équilibrage. Alors, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler au niveau de l'astrologie draconique ou draconitique, qui est vraiment une astrologie, donc une astrologie ancestrale, et qui, en fait, était là quand il n'y avait pas cette base de données de matrice 3D, donc pas d'annales akashiques, et qui va revenir à son aspect, je dirais, utilitaire maintenant, puisqu'elle va gérer les antagonismes de relationnels entre nous. Et c'est super intéressant. Parenthèse refermée. Donc Jupiter, lui qui est dans ce carré, il va devenir rétrograde. Alors il va devenir rétrograde, et c'est là qu'on va voir la continuité des énergies changer. Il va devenir rétrograde à partir, je crois, du 7 février. Et il va rester rétrograde jusqu'au 10 juin. Alors lui, il était déjà arrivé jusqu'à, il est en face d'Uranus, donc il doit être à 21-23 degrés de la Balance, et il va retourner à 13. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il va arrêter d'être en opposition avec Uranus et en carré à Pluton, mais il va y repasser après, plus tard dans l'année, d'accord? C'est-à-dire que vers août, il va repasser, et donc il va peut-être déclencher à ce moment-là des choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des choses larvées que vous allez mettre en place février, là, vous allez voir que finalement cette énergie de Jupiter, de février à juin, elle va baisser le dynamisme, elle va baisser finalement, elle va chaque planète qui devient rétrograde va nous demander une introspection. L'énergie va demander finalement une prise de conscience, une intégration de ses valeurs. Donc Jupiter, lui, c'est la générosité, c'est le dynamisme, c'est l'élan, c'est la solidarité, c'est blablabla. Bon. Et puis c'est aussi l'État, enfin c'est le représentant, enfin c'est le médecin, c'est l'avocat, c'est tout ça Jupiter, surtout Jupiter en Balance, hein, donc il y a les aspects justice, etc., et contractuels en tout cas. Et donc là, d'un seul coup, pouf, on va se dire, finalement je vais réfléchir à ça parce que c'est un truc qui ne me satisfait pas. Donc, on va avoir là-dedans, évidemment, les élections présidentielles. Donc, la France étant un signe aussi très connexe à la Balance, il y a un point d'interrogation sur, je dirais, ce déroulement et sur la façon nette de pouvoir obtenir des résultats et de la satisfaction. Vraiment, des gens. Puisque là, on va tomber dans une période d'introspection et qu'on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et du coup, on va remettre en question les valeurs de Jupiter pour pouvoir voir en quoi elles font écho ou résonance aux nôtres. Donc c'est pas complètement anodin ce truc-là. Dans la même période, c'est-à-dire un peu plus tard, mais à partir du 7 avril, on a Saturne qui se met à être rétrograde jusqu'à à peu près fin août.
Alors, il sera rétrograde, c'est-à-dire que la construction, elle sera possible, puisqu'il sera sextile à Jupiter et trigone à Uranus, elle sera possible, mais elle va devenir floue. En fait, on aura l'impression qu'elle n'est pas stable. Elle attendra quelque chose, en fait. C'est pas qu'elle n'est pas stable, c'est que ça sera juste pas le bon moment de finir cette construction. Donc, il y aura peut-être encore quelque chose qui sera en attente jusqu'à au moins le redémarrage de Jupiter et le repassage de Jupiter en sextile à Saturne. Donc voilà, on est encore sur cette période, donc à partir de avril, où cette planète, alors le mois d'avril va clairement poser un point d'interrogation, puisqu'il y a beaucoup de planètes qui vont se mettre à être rétrogrades. D'accord, notamment on a Vénus en plus, et puis qui va être rétrograde du 4 mars au 15 avril, et donc qui va aussi demander une introspection et un ralentissement des choses qui vont nous paraître évidentes pour notre bien-être. Il va y avoir quelque chose qui va demander à réfléchir sur la façon dont finalement on se voit, on a notre image, on arrive à être en phase avec nous-mêmes et finalement nos valeurs d'importance. On va le voir dans l'étude des nouvelles lunes, il va y avoir pas mal de réflexions, notamment sur les attachements, la propriété, la matérialité, l'image qu'on a de soi aussi énormément, et la façon, je dirais, d'apporter quelque chose de bienveillant aux autres. Voilà. Alors, au niveau de nos nouvelles lunes, donc on a une énergie, je dirais, qu'on a vue, qui nous embarque au niveau de la nouvelle lune du 29, donc de celle qui était avant-hier, qui nous a demandé, je dirais, vraiment une fusion, on l'avait vu, de l'intuition et du mental. Vraiment une compréhension de notre réalité qui était quelque chose de différent. Et là, on va nous demander de comprendre notre réalité de façon complètement globale, totale, mais avec les relations qu'on peut avoir. Ce qui fait que cette nouvelle lune, par exemple, du 28 janvier 2017, donc qui aura lieu, nouvelle lune en Verseau, alors Verseau, évidemment, en plus c'est un signe collectif, c'est le signe des relations, mais c'est aussi le signe d'Uranus, qui est toujours opposé à Jupiter, et qui va demander clairement, il y aura à ce moment-là la première conjonction de l'année entre Mercure et Pluton, vous allez voir qu'il y en aura plusieurs, donc on nous demande de transmuter encore une fois la façon dont on va voir nos relations, dont on peut les intégrer dans notre vie, dont on va les remettre, les soigner, les remettre en place, peut-être les transmuter. C'est-à-dire que des gens qui peuvent avoir une certaine place vont se mettre à avoir une autre place, où finalement on va se rendre compte qu'on leur accordait trop de place, ou en tout cas on va transmuter un certain nombre de schémas par rapport à nos relations. Et ces schémas vont nous amener à repositionner finalement les gens un peu différemment. Et vont vraiment nous faire prendre conscience. Donc là, c'est une vraie prise de conscience parce que cette conjonction de Mercure et de Pluton, elle est réellement utile pour transmuter, complètement transformer. Bon, elle a lieu en Capricorne, donc en plus, c'est des schémas qui sont acquis depuis un certain temps, hein, on est d'accord. Et il y a les moyens avec ce carré à Uranus et ce carré à Jupiter de pouvoir travailler tout ça et de pouvoir repositionner tout ça. Et en tout cas, Mercure et Pluton, de pouvoir les exprimer, puisque ça sera situé en maison 3 de cette nouvelle lune. Donc, la maison type des Gémeaux, hein, l'archétype Gémeaux, pour pouvoir exprimer. Alors exprimer, c'est pas forcément parler, ça peut être écrire, ça peut être traduire ça de façon artistique, mais en tout cas, il y a une transmutation, donc soit par la parole, soit par une autre façon de sortir tout ça, mais en tout cas une façon de soigner ces vieux schémas, de les faire remonter à la surface et de les sortir pour prendre soin, je dirais, de ce qui est vraiment très proche de nous. Alors là, ça s'adresse à donc on est en maison 3 et maison 4 avec cette nouvelle lune, donc ça sera plutôt des choses au niveau familial,
et très proche au niveau relationnel. Mais comme c'est en Verseau, on peut imaginer que ça soit aussi la famille d'âme. Donc ça peut être, d'un seul coup, on a des reconnexions avec des gens qui s'avèrent être des gens de notre famille d'âme, des gens avec lesquels les choses passent de façon claire, nette, et qui retrouvent, vu qu'on a levé des voiles, souvenez-vous déjà, et qui retrouvent une position, finalement une position de famille d'en haut, qui peut prendre la place de la famille d'en bas, entre guillemets, c'est-à-dire qui peut aussi permettre de comprendre les méandres de notre transgénérationnel ou simplement du fonctionnement, même s'il est sain, de la famille d'en bas. Donc ça, il y aura vraiment cette nouvelle lune, elle est aussi également, elle va voir au niveau du 28 janvier, la conjonction de trois planètes rapides qui sont des planètes dites personnelles, qui sont, alors Chiron, c'est un astéroïde, c'est différent, mais il y aura Vénus, Mars, donc fin Poisson, qui seront en conjonction tous les deux et avec Chiron, d'accord, et en maison 5. Donc là, on a un solde effectivement de nos relations affectives, on a quelque chose qui est vraiment, on nous dit, voilà, maintenant, interagissez correctement avec vos relations affectives, sachez les équilibrer. On a une conjonction Mars-Vénus en Poisson, donc Vénus, elle adore hein, les poissons, il n'y a plus de limite, c'est l'amour inconditionnel, c'est tout ça. Et Mars en poisson, il est capable de s'équilibrer avec cette énergie yin qui va trouver finalement être assez bienveillante pour lui. Et donc, avec ce Chiron, bah, il y a moyen d'équilibrer et de soigner son masculin et son féminin pour pouvoir accéder, je dirais comme c'est en maison 5, à vraiment un solde positif de nos relations affectives. Alors ça peut être des relations affectives maison 5 avec les enfants, ça peut être des partenaires amoureux, ça peut être, je dirais simplement des gens qui sont très chers à notre cœur, puisque c'est la maison archétypale du lion et du soleil, donc ça peut être quelque chose qui a valeur aussi avec notre propre image de nous. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'équilibrage interne de notre masculin et de notre féminin. Voilà, ça c'est, imaginez, le boulot, simplement, on en est à la nouvelle lune de janvier, de fin janvier. C'est phénoménal quand même. Donc là, la nouvelle lune d'avant-hier nous disait attention, prenez bien conscience que votre périmètre s'agrandit. Et là, d'un seul coup, on tombe sur un espèce d'énorme chantier, mais il n'y a qu'un mois d'intervalle. C'est-à-dire que là où il y a quelques années, on nous positionnait des nouvelles lunes avec des pleines lunes qui nous permettaient de travailler gentiment, on se retrouve avec un chantier pharaonique avant-hier, et là, le 28 janvier, un deuxième chantier pharaonique, et c'est pas pour rien, parce que clairement, la nouvelle lune de février, et on le verra aussi dans les cartes, elle amorce un changement énergétique complet. C'est-à-dire que le 26 février, il y a un basculement énergétique qui va vraiment nous mettre face à ce que je vous disais, cette année 10 ou cette année 1. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, soit on aura intégré ce 0 dans le 1 et on peut partir, et auquel cas on n'aura pas du tout, on aura vraiment des énergies, vous allez voir, notamment avec les cartes, ça va être super ouvert, vous allez voir, on va intégrer des énergies de construction, de transformation, d'ouverture et d'avancement qui vont être phénoménales, ou on ne va pas intégrer ce 0, donc on va rester sur du 10, qui va rester en fin de cycle, mais qui ne va pas passer au cycle d'après. C'est-à-dire que on va devoir encore libérer des choses, ou on va devoir encore les modifier. Donc cette nouvelle lune de février 2017, elle va, je dirais, nous dire, voilà, vous avez pris conscience de votre nouvelle réalité et de votre nouveau périmètre. Vous avez pris conscience de vos relations d'âme, vos relations familiales, vos relations affectives. Enfin, on a checké tout, quoi. Et là, ça nous dit, donc on est d'accord que c'est une nouvelle lune en poisson. Donc là, nouvelle lune en poisson, c'est quelque chose qui est totalement ouvert. Il n'y a pas de limite. D'accord ?
Et cette nouvelle lune en poisson, elle est d'autant plus importante que elle va avoir lieu sur le nœud sud de transit actuel, c'est-à-dire sur ce qui reste au niveau, je dirais, d'inconscient collectif, de choses qui ont été véhiculées. C'est l'inconscient collectif, hein, donc ça peut être véhiculé par nous, par les autres, par l'histoire, par la construction de plein de choses, par nos vies antérieures propres, hein, puisque si ça joue à notre niveau individuel, ça peut être encore des choses qui vont se zoomer. Il va y avoir également là-dedans Mercure, dans le même signe on a toujours Neptune, qui est conjoint à ça, et Chiron. Cette nouvelle lune aura lieu en maison 8, d'accord, de cette nouvelle lune, qui sera en ascendant Lion, solaire, mais voilà. Donc on a un changement total énergétique. Ce changement, il va nous demander vraiment une transformation et une intégration complète de tout ce qui est des valeurs du poisson, c'est-à-dire de tout ce qui est réellement notre amour inconditionnel, la façon dont on voit notre propre spiritualité, dont on peut intégrer ce qui est ou ce qui n'est pas de la matière, dont on est vraiment connecté à notre intuition. Mercure étant dedans, donc comment toujours on a fusionné notre mental et notre intuition. Là, normalement, on nous dit, votre mental, il va pouvoir, en étant fusionné, vous rapporter plein d'infos, plein d'ouvertures, plein d'explications de ce qui se passait de cet inconscient collectif qui vous est remontré et qui vous est remis à jour pour pouvoir le bidouiller une bonne fois. Alors là où c'est de plus très important, c'est que ce carré en T, donc là c'est la nouvelle lune, hein, mais qui, elle, va donner un sextile à Uranus. Donc va donner une possibilité, donc en maison 8, de transmuter complètement par flash, par coup, par choc, par ce qu'on veut. D'autant que ce Uranus en bélier, il va être, lors de cette nouvelle lune, conjoint à Mars. Donc encore, qui sera en bélier, donc chez lui. Donc une énergie, je dirais, qui a pour tendance, une petite tendance explosive, à une, en tout cas transformatrice, et puis Uranus, c'est quand même quelque chose qui est, enfin, planète qui va vouloir faire des flashs, qui va vouloir, c'est les nouvelles technologies aussi, c'est tout ce qui est nouveauté, c'est voilà, c'est l'ère du Verseau. Et c'est conjoint à Mars, en bélier, en 10. Donc ça veut dire que c'est l'objectif de la nouvelle lune. Et donc le tout opposé à Jupiter. Donc on se dit, tout est carré à Pluton, en 6, Capricorne. On se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de vraiment une demande, un changement énergétique, une demande de transmutation, une demande d'adaptation très rapide. Et surtout, on nous confère, comme c'est en poisson, on nous dit, ben voilà, débrouillez-vous globalement, adaptez-vous avec votre intuition à vous. Pas l'intuition de quelqu'un d'autre, la vôtre. C'est la vôtre qui est importante pour pouvoir faire face à ce changement brusque et ne rentrez pas dans les conflits, acceptez le changement, acceptez la modification et regardez ce qu'elle peut vous apporter. Donc, cette nouvelle lune du 26 février, vraiment, elle nous apporte une bascule énergétique qui nous demande vraiment de passer de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment d'utiliser complètement notre intuition, de pouvoir vraiment nous connecter à notre essence et de pouvoir vraiment dynamiter ce qui a besoin d'être dynamité et en tout cas de nous adapter super vite. Donc, il y a à partir de cette date-là, alors évidemment, c'est pas forcément complètement à cette date-là du 26 février, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, ce changement énergétique, il va, je dirais, nous amener après à pouvoir nous adapter à un certain nombre de choses. Et la nouvelle lune du mois de mars, qui sera la nouvelle lune en bélier,
elle parlera, alors elle sera conjointe à une Vénus rétrograde. Donc, et en maison 2 de cette nouvelle lune. Donc, on aura plus un aspect de Mercure-Uranus, voilà, qui sera là. Donc, une réflexion. Mercure et Uranus, hein, c'est les deux octaves du mental. Hein. Uranus, c'est ce qui va nous amener à la connaissance ultime, mais au départ, il mentalise Mercure. Et donc, il y a le tout a lieu en bélier, donc il y a une vivacité, donc on cherche quelque chose. On cherche vraiment à être actif, on cherche à pouvoir vraiment enlever ce qui ne va pas, on cherche à pouvoir s'adapter, on cherche à pouvoir agir à toute vitesse. Et cette nouvelle lune, en fait, elle est conjointe à une Vénus rétrograde, en bélier. Alors Vénus en bélier, quand elle n'est pas rétrograde, elle est vraiment à fond. Hein. Elle est vraiment... c'est Diane Chasseresse, quoi. C'est une femme avec une énergie yang, en fait. Elle est... alors on dit, oui, de tradition astrologique, on dit qu'elle n'est pas bien dans ce signe-là. C'est pas qu'elle est pas bien dans ce signe-là, c'est qu'elle est vraiment... c'est l'archétype de la femme chasseresse, quoi. Vraiment, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, ce qu'elle veut, c'est vraiment, c'est aller très très vite. Elle utilise en fait les composantes du bélier et elle malmène en fait le féminin. Mais je ne dirais pas qu'elle s'y sent mal, elle se transforme complètement. Sauf que là, elle est rétrograde et en conjonction avec la nouvelle lune. Donc il va y avoir un problème d'image, c'est-à-dire que le féminin va être un peu pas bien. Là, en bélier, pas bien, d'autant plus que sa position va la mettre carrée à Saturne, donc il y a de la frustration, il y a pas savoir se positionner, il va y avoir des interrogations sur la façon dont on doit gérer telle et telle chose, dont on doit se sentir, dont on doit avancer, donc qu'est-ce qui est bien de faire. Voilà. La nouvelle lune en bélier va nous demander de commencer les choses à fond, va nous demander de pouvoir vraiment... Là, on est dans l'équinoxe de printemps, donc là, on est dans une ouverture énergétique qui, qui presque va provoquer l'aveuglement, en fait. Et cette conjonction, elle a lieu en maison 2. Donc on se dit, va y avoir une réflexion sur les attachements, sur la matérialité, sur la façon dont on peut utiliser ça, sur ce qu'on peut se procurer. Vraiment, c'est l'attachement. Donc finalement, Vénus, elle est dans sa maison archétypale, mais elle est malmenée par cet aspect rétrograde où elle ne peut pas donner clairement des choses et où elle ne peut pas les obtenir non plus en carré à Saturne et en bélier, donc sous la dominance de Mars qui sera lui en taureau. Donc lui, il sera aussi dominé par une Vénus rétrograde. Donc au niveau de l'action, il y aura certainement une action à ajuster, une action qui sera vraiment à transmuter, parce que on risque, je dirais, l'image qu'on a de nous-mêmes, ou de notre matérialité, ou les difficultés qu'on aura avec cette matérialité, ou d'accès à cette matérialité, ça sera pas forcément quelque chose d'agréable, en fait. Là, on voit que c'est le symbole du bien-être qui est vraiment passé, qui est mis à mal par rapport à l'action. Puisque cet équinoxe de printemps va être vraiment, va pulser, quoi. On est sur quelque chose où Mars en taureau, il va être avide de cette matérialité. Il va la rechercher. Il y a une maison 3, il va rechercher à pouvoir exprimer cette matérialité, à pouvoir la demander, à pouvoir... Et comme il est soumis aussi à Vénus rétrograde carré Saturne, il va y avoir un blocage. Il va y avoir quelque chose qui sera compliqué à obtenir. Et donc, du coup, la conjonction de Mercure et d'Uranus qui cogite à fond les ballons, qui parle, qui exprime, qui communique à fond pour essayer de transmuter ce qui doit être transmuté et en tout cas de comprendre les choses, de pouvoir les intégrer, de les communiquer, vraiment de les ouvrir.
Donc encore une fois, une nouvelle lune super importante en lien avec l'équinoxe, donc avec une énergie nouvelle. Déjà, on était sur une énergie le 26 février qui était waouh, et qui était dans la transmutation, dans le basculement. Et là, on voit que le truc, il démarre plein pot et on a du mal à le maîtriser. C'est un peu ça qu'on comprend par rapport à tout ça. C'est qu'il y a une difficulté à la maîtrise de cette énergie qui est phénoménale finalement. Notre nouvelle lune d'avril, eh bien, elle va revoir une conjonction Uranus-Mercure, sauf que Mercure, là on vient de voir que Mercure était actif, il n'était pas rétrograde. Là, la nouvelle lune d'après, Mercure est rétrograde. Cette conjonction elle a lieu au même endroit, mais sauf que ben là, et Jupiter est passé rétrograde, puisqu'on est le 26 avril. Donc on se retrouve à avoir quelque chose, donc Pluton lui il est toujours rétrograde, hein, on est d'accord, et Saturne est rétrograde, mais Vénus le 26 avril a arrêté de l'être. Bon. Donc on se retrouve avec clairement un problème d'élan, un problème de dynamisme, un problème, on ne sait pas bien comment gérer cette action mentalisée, c'est-à-dire que on a Uranus qui nous pousse à faire des choses, mais clairement Mercure qui floute, qui nous donne pas la possibilité, qui dit bah non, moi je suis en carré à Pluton, je veux quand même modifier mes schémas, je suis pas sûre d'être dans le bon truc. Voilà, je vais avoir du mal à communiquer, à exprimer ce que tu veux me dire. Et comme Jupiter en face, en balance, donc en 3, donc c'est le signe des Gémeaux, expression, est aussi ouvert, on se dit, waouh, la communication va pas être terrible. C'est vraiment quelque chose qui va être, alors après, Mercure, ou Mars, pardon, est dans le signe des Gémeaux. Donc s'il y a communication, on serait tenté de dire qu'elle sera peut-être agressive. Qu'elle sera peut-être agressive et en tout cas qu'elle aura des objectifs différents de quelque chose qui pourrait être simplement de la paix. Hein, on est sur Mars, il est situé en maison 10, donc c'est quelque chose de professionnel, de primordial. Hein. C'est un objectif, la 10 de ces thèmes de nouvelle lune. Donc il a besoin d'obtenir quelque chose, clairement Mars. Il a besoin, en parlant, d'obtenir quelque chose. Donc il va devenir stratégique. Mais comme il n'aura pas l'appui du mental qui est rétrograde, il risque d'être un peu stratégique à la façon martienne, d'autant que ce Mercure, cette conjonction Mercure avec Uranus sera en bélier. Donc il aura tendance à utiliser un truc qui est même pas sympa, une façon de communiquer qui est même pas cool. Il va avoir tendance à essayer de rentrer dans le tas de Jupiter qui est rétrograde, donc il n'aura pas vraiment de répondant. En tout cas, il n'y aura pas un répondant ouvert, sain, efficace, machin. Le Jupiter en balance, il va se dire, mais on est en train de parler de quoi là? On est en train de faire quoi? Alors, en plus, 26-4, si je ne m'abuse, j'ai pas en tête les dates exactes des élections présidentielles, mais à mon avis, on est au milieu. Hein. On est au milieu où c'est, je sais plus, j'ai souvenir que c'était autour du 18 avril, des trucs comme ça, enfin bon, bref. Je pense qu'on sera pas loin. On sera, à mon avis, dans cette zone-là. Et donc là, clairement, il y a quelque chose qui nous annonce qu'il n'y a pas vraiment, avec ce Jupiter rétrograde opposé, Mercure rétrograde, Uranus en bélier, carré Pluton rétrograde, en Capricorne, on peut dire qu'il y a quelque chose qui surprend, qui, je dirais, alors après, je ne sais pas si ça effraie, mais en tout cas, ça surprend et ça provoque quelque chose d'agressif. Donc,
Et ça donne aussi à transmuter. Alors on a le Mars qui va toujours être dans la transmutation de son énergie à Vénus, puisque Vénus restera encore en Poisson, et elle sera toujours conjointe à Chiron en 8. Donc il y aura vraiment, pour le coup, une bonne action de Mars sur Vénus pour lui donner le peps nécessaire, en tout cas l'énergie pour finir de transmuter complètement cette image, ce rapport à la matérialité. On est Vénus en 8, on est sur encore du rapport à la matérialité puisque c'est du Scorpion, donc elle n'est pas vraiment dans son élément, mais encore une fois, c'est le signe opposé au Taureau. Donc elle a un rôle là-dedans. Qu'il soit un rôle positif ou négatif, elle a quand même un rôle de soigner cette finance, cette énergie, cet argent. D'accord? Vénus en 8. Donc on peut imaginer que en Poisson, voilà, on est sur du conjoint Chiron, on est sur du soin à quelque chose de financier, sur quelque chose d'hérité, une espèce d'héritage. Alors est-ce que cet héritage il est financier, est-ce qu'il est autre chose? En tout cas, ce Mars, donc cette énergie un petit peu directive et un peu guerrière, va lui donner la possibilité de transmuter ce qui restait à transmuter. Donc on va se retrouver au niveau alors Saturne sera aussi rétrograde, mais il apportera malgré tout un beau trigone à cette conjonction Uranus-Mercure rétrograde. Alors comme Mercure et Uranus sont rétrogrades tous les deux, j'ai tendance à penser que la construction immédiate, elle est un peu pas trop possible. Il faudra attendre, d'accord, que les choses déjà soient plus claires, que cette lunaison en plus, on parle presque même pas de cette lunaison en Taureau du 26 avril, mais elle est bien reliée à Saturne, donc encore une fois, on parle de matérialité avec Vénus. Là, cette nouvelle lune en Taureau, elle est dans la matérialité, dans l'ouverture au corps, à la nature, à ce qu'on a, à nos possessions, à nos rapports avec la nature, avec notre corps et avec l'extérieur. Et c'est certainement ça aussi qui va devoir être un petit peu transmuté, qui va devoir être vraiment réfléchi. C'est ce rapport de matérialité entre nous. Comment est-ce qu'on communique là-dessus? Comment est-ce que on voit les choses? Alors on voit que justement la communication dans cette nouvelle lune du 26 avril, elle est problématique. Donc il faut vraiment que toute la bienveillance de Saturne et de Vénus, sauf que Vénus sera au carré de Saturne, donc encore une fois un problème de matérialité et surtout des frustrations, des incapacités, des blocages. Donc encore une fois un mauvais retour de ce qu'on peut voir de l'énergie. Il y a un dépouillement, il y a un blocage de Saturne sur cette énergie de Vénus qui ne peut pas s'épanouir du coup. Déjà qu'elle est en 8, voilà, donc bon, mais elle est quand même en Poisson, donc elle est quand même exaltée. Ce qu'on appelle exaltée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment puissante. Elle est puissante, mais en maison 8, donc dans un aspect de transmutation du matériel, du financier, de l'hérité, voilà. Et ce carré Saturne indique aussi les dépouillements. Donc, est-ce que il n'y a pas une histoire d'héritage qu'on ne peut pas avoir? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de choses qu'on pensait qui étaient matériellement acquis et qui finalement nous est enlevé ou est bloqué? Je ne sais pas. Ça ressemble à ça en fait. Ça ressemble à une énergie de finances bloquée. Voilà. Bon. On verra. Ça, c'était la nouvelle lune du 26 avril. Les nouvelles lunes après, je dirais que
on va se retrouver avec des nouvelles lunes. Le premier semestre est très porteur de gros chantiers. Dès qu'on aura basculé, on va avoir des chantiers qui seront à nouveau reprécisés et qui vont, je dirais, nous être rebasculés pour à nouveau retravailler entre nous. La nouvelle lune des Gémeaux, donc qui aura lieu le 25 mai, elle mettra vraiment déjà, elle sera beaucoup plus douce, mais plus dans l'expression des choses. Donc là, on retrouve cette expression qui était, je dirais, partie, qui va être une expression sur la matérialité. Mercure sera en Taureau, en 5, donc il va falloir qu'on règle ce problème d'expression matérielle, affective entre nous. Vénus sera presque conjointe, non, peut-être un peu loin à Uranus tout de suite, mais elle sera dans la lignée de pouvoir avoir dans le cours du mois, quelques jours après ou une semaine après, une conjonction forte à Uranus. Donc voilà, il y a une volonté de remise en route douce de cette expression, de cette façon de voir les choses au niveau du matériel, encore une fois, on est toujours dans ce qu'on est venu travailler avec cette nouvelle lune d'avant-hier, revoir notre périmètre de réalité. Donc là, on est encore dans le travail du périmètre de notre réalité qui n'est pas fini. Là, on est vraiment Mercure qui est plus rétrograde, qui est en Taureau, qui dit, bon ben voilà, je vais parler des éléments du Taureau. Je vais parler des possessions, des dons, de ce qui me relie, en fait, à ma réalité, de ce qui me relie à ce qui est immédiat chez moi, au bien-être, etc. Et la nouvelle lune dit, bah moi je vais l'exprimer. Je vais l'exprimer, donc comme elle est en cuspide de maison 7, donc c'est les autres, c'est les contrats, c'est le relationnel, c'est tout ça. C'est je vais le dire aux autres. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui reste à travailler. Qui est vraiment, encore une fois, une énergie, mais qui est d'un seul coup plus douce. Qui repart. On sort du blocage. C'est pas mal quand même. Heureusement, on finit par se dire waouh. Mais non, en fait, les choses sont pour le mieux, pour nous apprendre à prendre conscience de notre nouvelle perception, de ces nouvelles énergies, de notre nouvelle réalité, et de pouvoir vraiment faire des tests, en fait, sur ce qui est loin de nous, ce qui devient la vérité, ce qu'on ne voyait pas avant. Et donc, on rebascule fin juin sur une nouvelle lune en Cancer. Et cette nouvelle lune en Cancer, elle va nous demander encore, donc ça sera une nouvelle lune, où il y aura dans le signe du Cancer à nouveau Mercure et Mars. Et donc Mercure sera conjoint à la nouvelle lune, donc encore une fois, on refusionne notre intuition, notre mental. Cancer et maison 2, donc là on est vraiment sur l'aspect, je dirais, matériel familial. Et sur le passé. D'accord ? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à la matérialité du passé ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi les choses ? Alors, en carré, à Chiron, ça va nous demander de réfléchir un peu à pourquoi c'est là, pourquoi on a une situation qui peut arriver entre nous, puisque là, on n'est que sur du fluide entre nous, là, quelque chose de clanique, de relationnel. C'est de l'ordre du Cancer, donc c'est les relations très très proches, la fusion à la mère, à l'histoire de notre famille aussi, d'accord ? À ce qui est vraiment familial. Donc l'énergie sera avec un gros trigone, évidemment, du Cancer à Neptune en Poisson. Donc on a, alors il y aura un carré à Jupiter qui ne sera plus rétrograde, donc avec cet ajustement, justement, de l'engagement peut-être familial. Jupiter en balance, c'est l'engagement. Alors, comment se repositionner au niveau de nos relations familiales, au niveau de cet engagement par rapport à la famille, au niveau de cet engagement par rapport, je dirais, à
à la sensation qu'on a de devoir régler les choses. Mars en Cancer, il est quand même un petit peu rancunier. Donc il a besoin d'aller chercher quand même une certaine... il fait des pics. En général, il a besoin d'aller retourner le truc pour comprendre et pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Il supporte pas vraiment la chape de plomb, etc. Donc il va essayer de piquer pour pouvoir avoir, je dirais, une espèce de lumière qui va sortir de cette nouvelle lune. Donc on a vraiment, en plus on va recevoir un sextile d'Uranus qui va nous ramener, je dirais, la possibilité de voir, de prendre conscience des choses. Et donc voilà, ça sera vraiment au niveau familial. Alors Saturne, lui, il sera un petit peu décalé, donc bon, il y aura un début de carré, mais un début d'opposition, je veux dire. Donc ça veut dire que peut-être un début d'équilibrage avec notre histoire à nous, avec vraiment la façon dont on repense l'organisation familiale, dont on la remet en pratique, dont on revoit nos relations aux enfants, à l'histoire de notre famille, à nos ascendants, à nos parents, à nos cousins, je ne sais pas, enfin, quelque chose qui est de cet ordre-là, en fait. Une espèce de réflexion familiale globale, en fait, avec une volonté de recherche, avec Mars qui pique, qui pique, et qui veut se comprendre, et ce Mercure qui fusionne et qui dit, voilà, moi je sais, donc je vais aller chercher cette nouvel équilibre familial et je vais le mettre en place. Et je vais le mettre en place en maison 2. Donc, dans sa propriété, dans sa réalité, dans son ancrage. Voilà, donc c'est un peu ça qui est vraiment... voilà, en plus en face, bah, on a juste Pluton. Hein. Donc, voilà, on a juste Pluton qui va nous demander de transmuter, lui. Si on n'y arrive pas, il va nous dire, bon, clac, c'est bon là, stop, on arrête, et puis on prend les choses de façon différente, on les regarde de façon différente. Donc c'est vraiment, on va avoir cette façon de voir différemment, de façon complètement autre, avec cette nouvelle réalité, nos relations familiales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, fonctionne par rapport à la 3D. Donc, on va nous demander de vraiment réajuster notre fonctionnement familial par rapport à cette 5D. Donc, c'est là où c'est quand même correctement intéressant. Notre nouvelle lune d'après, elle sera, c'est une début de nouvelle lune en Lion. Alors, ce qui est intéressant cette année, c'est que des nouvelles lunes en Lion, il y en aura 2. Il y en aura une le 23 juillet à 0 degré. Et on en aura une le 21 août à 28 degrés. Donc, et on a à chaque fois, je dirais, donc dans la première nouvelle lune, on aura, c'est ça qui est étonnant, on a une conjonction à Mars. Et dans la deuxième nouvelle lune de fin de mois, bah Mars il sera pas forcément encore très loin, d'accord, et il y aura aussi ce nœud nord cette fois-ci. Là on a vu là au début qu'on allait avoir en Poisson 26 février quelque chose qui allait être de l'ordre de l'inconscient collectif, et là on va avoir une programmation collective mais dans l'autre sens. Donc en fait, c'est comme si on avait, entre le 26 février et le 21 août, on avait une poursuite d'une énergie qui nous permet de passer de l'inconscient collectif, finalement, à notre programmation de 5D collective. Donc quelque chose qui soit complètement soldé et vraiment... vraiment important, quoi. Donc 2 nouvelles lunes plus une pleine lune qui sera aussi conjointe à Mars, donc quelque chose qui
qui dans les trois positions, globalement du mi-juillet à fin août, qui va nous demander vraiment un dynamisme. Alors tout de suite, c'est effectivement maison 11, en relation avec les autres aussi, les projets, les choses comme ça. Un Mercure qui sera conjoint au nœud nord, donc vraiment on va commencer à aller chercher la programmation, l'expression ou la création de cette 5D, qu'on va aller commencer à l'utiliser et en tout cas à l'appréhender correctement. Et donc sinon on a toujours une expression de ce Saturne opposé Vénus qui sera, avec toutes les rétrogradations de Vénus, qui sera donc qui demandera à être équilibré. On avait vu que le carré était dans le dépouillement. Maintenant, on a vraiment une construction de cette image, de cette expression, de cette nouvelle réalité du féminin, vraiment qui se construit. Et donc là, on est dans l'équilibrage. Avant d'être dans quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus construit, justement. Donc, ces deux nouvelles lunes en Lion vont se montrer donc très énergisantes et très constructives, puisqu'on est d'accord que là, on attrape vraiment le fonctionnement tous de la 5D et qu'on est capable de construire, et donc la deuxième nouvelle lune montre que tout ça a lieu en maison 7. Donc c'est vraiment par rapport aux autres qu'on va pouvoir construire un nouveau positionnement. Et vraiment, et on a le trigone en plus de Uranus, on a le trigone de Saturne, qui est encore rétrograde, mais il est en 10 et il nous apporte vraiment énormément de possibilités de construction. Donc même si on ne les met pas encore en place, ces possibilités sont latentes et on les voit. Donc quelque chose qui est vraiment très porteur et qui nous pousse à construire, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à faire les choses une fois qu'on les a intégrées et comprises, finalement. Et là, on va se retrouver après à la nouvelle lune de septembre avec, je dirais, beaucoup plus de donc nouvelle lune en Vierge. On va avoir déjà des possibilités donc on n'aura plus ce carré, on aura à nouveau le carré plutôt Jupiter-Pluton qui se reformera, mais Pluton ne sera plus en carré avec Uranus, qui devrait quand même lâcher un peu du mou, parce que Pluton-Uranus en carré, c'est juste un petit peu lourd. Par contre, on aura Saturne qui sera revenu constructif et qui construira cette fois-ci avec Vénus, et on aura pas mal de possibilités de chantier et en tout cas je dirais de construction. Là encore, il va y avoir au niveau relationnel, au niveau du service, ça sera une réflexion vraiment au niveau du service, puisque ça sera en Vierge, que Mars, Mercure, la part de fortune seront en Vierge et que Vénus rentrera en Vierge également, avec un joli trigone, donc à la fois de Uranus qui sera en 8, donc une transformation, et de Saturne en 4, donc vraiment notion de service aux autres, à soi-même, qui sera vraiment à l'honneur. Et donc solidarité, de toutes ces valeurs qui doivent pas tomber dans la critique, hein, parce que le signe de la Vierge, on peut tomber dans la critique, mais ce que je veux dire, c'est que là on est vraiment plus, il y a une dominante plus au niveau du service. La nouvelle lune de la Balance, elle, elle sera très productive, parce qu'elle sera aussi en maison 6, donc signe de la Vierge aussi, archétypal. Et on aura, mais en Balance, donc aussi les autres, et elle sera conjointe à Jupiter, qui sera passé en Scorpion, et à Mercure. Donc là, on va aller, toujours dans cette notion de service, gratter, pour essayer de construire quelque chose, se poser des questions, essayer de comprendre, parce que Jupiter en Scorpion, c'est ça, c'est vraiment aller chercher le fond des choses et pouvoir vraiment être efficace dans le fond des choses, et vraiment ramener les choses noires à la surface.
Donc, avec cette nouvelle lune qui va lui apporter un coup de spot, c'est tout gagné. Et on va avoir vraiment, dans cette opposition malgré tout à Uranus, des possibilités d'équilibrage et donc de changement, de transmutation, qui seront exceptionnelles et qui seront vraiment importantes. Donc, je dirais que il y aura vraiment la possibilité d'avancer, encore une fois, sur quelque chose qui sera de l'ordre de la réflexion, du changement, de la façon de voir les choses, de ne pas se laisser entraîner par le bas, de ne pas essayer de gratter et de voir des choses trop en noir, parce qu'il y a des possibilités évidemment qui seront apportées, qui seront des possibilités de changement. Donc pas de fatalité, pas de choses qui peuvent apparaître lourdes, puisqu'on aura à nouveau ce carré Pluton-Uranus qui sera reparti. Donc les carrés Pluton-Uranus, il faut se méfier, puisqu'ils apportent des choses au niveau climatique qui ne sont pas forcément évidentes. Et là, on est dans quelque chose de qui peut être aussi, qui va nous demander d'aller comprendre aussi au niveau climatique et au niveau de Gaïa. Je vous disais tout à l'heure que le premier semestre va être surtout en lien à nos énergies entre nous. Et le deuxième semestre, il va plutôt être en lien avec les énergies vers entre nous aussi, mais à un stade plus élevé, et surtout vers Gaïa. Donc c'est peut-être au niveau du deuxième semestre qu'on va avoir aussi des choses climatologiques qui peuvent arriver par rapport aux prises de conscience qu'on peut avoir ou pas. Mais en tout cas, clairement, les prises de conscience, elles sont là au niveau climatologique, au niveau de Gaïa, au niveau du deuxième semestre. Donc à partir de cette nouvelle lune qu'on avait vue en juillet, il y a vraiment quelque chose qui va nous ouvrir à la perception et l'obligation de traiter les choses correctement par rapport à des phénomènes climatologiques ou par rapport à certainement des prises de conscience qu'on peut avoir sur la faune, la flore et l'univers Gaïa. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de notre réalité, de notre nouvelle réalité, et on va explorer ça au second semestre, parce que c'est vraiment très clairement à un niveau au-dessus que ça se passe, donc les choses sont censées être intégrées entre nous, et vraiment de pouvoir faire front et comprendre les ouvertures de la nature, comprendre ce qui se passe et comprendre notre action et nos possibilités par rapport à ça. Ça sera vraiment tout le challenge du deuxième semestre, en fait. Une des dernières nouvelles lunes, je crois la dernière d'ailleurs, si je ne m'abuse. Non, c'est pas la dernière, ça sera celle d'après du 18 décembre. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on a, on a vraiment une nouvelle lune donc en Scorpion qui va nous demander qui va nous demander avec un trigone à Chiron en Poisson, qui va nous demander vraiment une prise de conscience de nos énergies par rapport à la spiritualité de Gaïa, puisque toute ça va avoir lieu donc en 10 et en 9. Donc la spiritualité, la façon dont les vibrations de cette sphère au niveau de cette nouvelle matrice vont être ressenties, et surtout prendre conscience de nos possibilités d'action, de ce qu'on peut, de la façon dont on peut se positionner pour arriver à aller de l'avant, pour arriver à pouvoir faire quelque chose, à être efficace dans nos actions envers le climat, envers la réflexion de notre programmation des uns envers les autres, de ce que finalement on s'est donné au niveau famille d'âme et au niveau univers pour pouvoir arriver à aller de l'avant. Et je pense que tout ça, c'est clairement inscrit dans nos dernières lunaisons. La dernière, d'ailleurs, est en Sagittaire, et elle donne l'ouverture de la 4e rétrogradation de Mercure. C'est beaucoup, hein, 4 rétrogradations en un an. Ça montre bien que notre mental, il est hyper sollicité et qu'on va lui demander un certain nombre de remises à jour. Ces remises à jour mentales, elles sont évidemment pour que quand on vous coupe le mental, vous passiez de façon réflexe sur l'intuition.
Et l'intuition, elle devra être libérée de tout un tas de schémas qui l'orientent et qui la filtrent et qui vous font arriver à des résultats qui ne sont pas forcément conformes à ce que vous attendez. Alors cette nouvelle lune de décembre, du 18 décembre, ça sera la dernière nouvelle lune de l'année 2017, et elle concentrera en Sagittaire, donc le Soleil, la Lune. Je regarde, ouais, il y aura encore Saturne qui sera à 29 degrés Sagittaire, Vénus et Mercure rétrograde. Et on aura la part de fortune aussi. Donc tout ça, ça sera évidemment carré un petit peu avec le signe du Poisson entre Neptune et Chiron, donc une obligation de soin quand même et d'expression, puisque ça sera toujours cette maison 3. Cette nouvelle lune, elle aura lieu en maison 1 de ça, et il y aura une obligation avec Pluton de pouvoir, je dirais en maison 2, de pouvoir réagir par rapport à la matérialité et à ce qu'on a, aux relations qu'on a avec les autres, à ce que la matière nous a apporté, puisque ce sextile avec Jupiter en Scorpion va apporter une réflexion sur la Terre entre nous en maison 11, sur les projets qu'on peut le donner à la Terre. Mars également en maison 11 en Scorpion va pouvoir lui être en trigone à Neptune et apporter des actions positives et des projets positifs à tout ça. Et cette nouvelle lune, elle va recevoir un énorme trigone de Uranus en bélier qui va pouvoir justement apporter énergétiquement le besoin qu'on en a et en tout cas la prise de conscience qui nous manque encore pour pouvoir avancer complètement là-dedans. Donc voilà, donc ça, c'était les énergies globales, le scénario d'histoire de 2017. Au niveau de ces dates des lunes et des pleines lunes, j'avais fait un grand tableau que vous ne voyez pas, voilà, et qui déterminait un petit peu les aspects énergétiques véhiculés au niveau tarot par chacune de ces lunes. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il y avait deux axes. Il y avait l'axe de la tâche à la 3D, c'est-à-dire de l'axe du 10, c'est-à-dire du 1 et du 0 non intégré, c'est-à-dire de l'ancienne dimension dans laquelle on était déjà avant, et de la mauvaise utilisation de notre 0, c'est-à-dire du refus d'intégration du 0 dans le 1 pour redonner un démarrage, puisque on doit arriver à un moment donné, on part sur ça, donc on arrive sur une année 10, donc une année de mouvement, globalement, quelque chose qui roule, qui va nous mettre, je dirais, qui est capable de changer dans tous les sens. Mais ce qu'on veut, c'est pas tellement d'avoir des changements dans tous les sens, c'est de pouvoir commencer des projets. Donc d'aller sur du battleur. Donc ce battleur, lui, il a tous les outils. Je ne sais pas si on voit bien. Il a tous les outils sur la table. Alors il ne sait pas trop comment les utiliser encore, mais il a tous les outils, globalement. Alors que dans notre 10, que j'ai repaumé, dans notre 10, qu'est-ce qui se passe? On a une espèce de cycle infernal, hein, avec finalement la roue du hamster. Donc un coup on est en haut, un coup on est en bas. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que cette roue du hamster, elle va avoir lieu si jamais on n'intègre pas le 0. Et il y a vraiment deux axes, c'est-à-dire que dès on voit dans les énergies notamment dès le 12 janvier, alors on avait vu dans la dernière nouvelle lune d'avant-hier qu'on était basé sur la tempérance et le pape, d'accord? Donc la tempérance, je sais pas ce que j'en ai fait, oui, la tempérance,
Donc le passage, on avait vu, d'un état à un autre, avec un ange, qui est une lame lente, hein, donc une lame où on ne nous demande pas d'action tout de suite, d'accord, avec le pape, qui est réconciliateur, qui est le pont entre la terre et le ciel, qui est l'harmonisateur de notre masculin et de notre féminin, bref. Et je dirais, ça, c'est les énergies qu'on a maintenant. Donc ça veut dire que globalement, avec les lettres hébraïques, on a le 14, Noun. Alors Noun, c'est faire face à notre ombre, côté obscur. Alors c'est un peu ce que dit la tempérance aussi, hein. La tempérance, elle dit c'est l'harmonie des contraires. Enfin, il faut arriver à regarder les choses et à les épurer pour que finalement le fluide soit complètement clean. Donc Noun, c'est vraiment oser. Alors c'est pareil, hein, c'est apprendre la patience également, et c'est vraiment voir notre côté obscur. Et ensuite, donc on a le 12 janvier, donc en pleine lune, on a quelque chose qui se concentre, c'est-à-dire qu'on n'a plus un sous-nombre et une contraction, on va avoir qu'un seul sous-nombre, c'est-à-dire qu'on va avoir un pont énergétique entre le 12 janvier et le 11 février, donc un mois quoi, un truc pas très long, qui va nous demander finalement de nous concentrer sur nos équilibrages, c'est-à-dire que le pape va ouvrir la concentration d'énergie, d'accord. Le pape, c'est aussi et dans le tarot des lettres hébraïques, c'est le souffle divin, c'est la respiration. Donc là, on a une pause. Ça veut dire pause, pause, pause. Pause et réflexion, puisque pause et harmonisation de vos contraires, de votre spiritualité, de ce que vous avez compris, de ce que vous n'avez pas compris, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et on a donc, pendant donc, le 12 janvier, on a le pape. Le 28, dans notre nouvelle lune, oui, je vais y arriver, je commence à fatiguer. De 28 janvier, on a l'impératrice. On avait vu que cette nouvelle lune du 28 janvier, elle nous demandait de travailler sur le relationnel, sur tout ça. On a l'impératrice. Bah, l'impératrice, c'est vraiment ça. C'est la communication, la création, l'ouverture. C'est la maman. Donc c'est la gestation des projets, c'est la perception des choses, c'est vraiment le côté matériel, c'est le côté organisationnel, elle projette, elle met en place, elle sécurise et elle materne. Voilà. Donc là, on a la possibilité de mettre en place et de comprendre les choses qu'on nous a demandées. Et finalement, on a le 11 février, la fin du pont, avec le pape, et le et qui se referme. On arrive au 26 février, où là, d'un seul coup, on retrouve un sous-nombre et sa contraction. Le sous-nombre qu'on retrouve, c'est la force. Ça veut dire qu'on rentre dans la lutte. On rentre dans la lutte. Ça veut dire que dès lors que on n'a pas intégré ce 0 dans ce 1, qu'on n'est pas en 1 mais en 10, on va commencer à lutter. Alors, on maîtrise, hein, on maîtrise. On est dans ce qu'on sait faire, mais on lutte. On lutte, on lutte, on lutte. Et de l'autre côté, on obtient la papesse, en réduction évidemment, impuissant. Et la papesse, elle dit, si vous avez intégré le 0 dans votre 1, alors attendez. Pas d'action, soyez dans l'attente, soyez dans l'apprentissage, dans l'observation, dans le silence.
tiens, c'est bizarre. On a deux choses, deux axes avec deux résultats différents. Et puis à partir de là, ça vraiment, on a quelque chose qui devient complètement, qui vraiment diffère d'un axe à l'autre. Alors si on reste sur cet axe des 10, c'est-à-dire on se sert de son libre arbitre sans intégrer jamais le zéro, on va basculer sur le 12 mars, non, le 26 février, non, si, le 12 mars, on tombe sur la maison Dieu. Donc intervention divine, déconstruction des choses, prise de conscience aussi, hein, possibilité de prise de conscience. Après, on retombe, donc prise de conscience, on se dit ok, d'accord, on retombe sur la tempérance, donc encore une possibilité. Je mets partout. La tempérance, donc encore une possibilité d'aller harmoniser ce qu'on vient de comprendre. D'accord? Donc vraiment une harmonisation rapide. D'accord? On est d'accord, on reprend le noun. Faire face à son ombre, apprendre la patience, attention, ne pas s'énerver. On repart toujours dans le même axe sur, donc après le 12 mars et le 28 mars avec la tempérance, on part au 11 avril, la pleine lune du... Eh bien, on repart sur la maison Dieu. Donc, rebelote sur l'intervention divine, rebelote sur les possibilités de prise de conscience, rebelote sur ce qu'il y a à déconstruire et à peut-être à vraiment intégrer. Et puis, à partir, donc ça c'est le 26, et à partir du 10 mai, on se retrouve sur l'arcane sans nom. C'est-à-dire que là, on est censé avoir compris quelque chose, et on est censé le foutre en l'air. Donc avoir dit, bon bah là, ok d'accord, j'ai compris, donc je suis capable de faire le changement radical qu'on attend. D'accord? Donc, l'arcane sans nom. Et puis ça rebascule la période du 10 mai. On rebascule à la maison Dieu. Donc, reprise de conscience. Ensuite, le 25 mai, l'arcane sans nom. Puis, etc., etc. Après, on finit par le pendu. D'accord? Donc, à partir de la nouvelle lune du 21 août, on a le pendu. Mais on va alterner le pendu, la maison Dieu, le pendu, la maison Dieu, le pendu, la maison Dieu et l'arcane sans nom. Bon. Ça, c'est l'axe, clairement, l'axe 3D. Donc, je choisis d'être tranquille dans mon axe 3D. Globalement, je vais avoir des influx énergétiques pas forcément bienveillants qui vont venir me percuter pour me demander de changer. Et si je suis en phase avec moi-même, c'est-à-dire que si j'ai réfléchi, que j'ai pris conscience et que j'ai fait les changements qu'il fallait, je me retrouve avec d'autres cartes qui sont évidemment en réduction. Par rapport à la maison Dieu, on a le 7 du chariot. D'accord? Qui demande, alors lui, il demande de maîtriser les contraires, parce que vous voyez qu'il n'a pas de reine pour faire avancer son chariot. Donc c'est simplement parce qu'il est spirituellement complètement équilibré qu'il arrive à avancer. En fait, il parle à ses chevaux, quoi. Il parle à l'oreille du cheval. Et le cheval avance. Et donc, on parle du chariot, c'est le triomphe. Hein. Donc, on est vraiment dans l'avancée, la construction, quelque chose qui se met vraiment au niveau de la matérialisation des énergies, qui va vraiment avancer. Et la preuve en est, c'est que chaque fois qu'après, vous aurez l'arcane sans nom, ben derrière l'arcane sans nom, la réduction, c'est l'empereur. Donc, on a vraiment une notion de stabilité, on a une notion de construction, vraiment de charisme, vraiment de maîtrise des choses. Il n'est pas en train d'essayer de se sauver, il est assis, appuyé sur son truc, et il regarde ce qui se fait. Donc c'est même pas, on a un potentiel de construction qui est vraiment de l'ordre de la matérialisation à distance là. Il n'est même pas en train de faire les choses, mais ça se construit et il regarde. Et le troisième larron, je dirais, c'est
L'impératrice. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, l'équilibrage de notre féminin et de notre masculin. Ben, il arrive aussi là. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, on se retrouve vraiment dans la 5D également par cet équilibre impératrice, empereur, donc le couple, qui peut être le couple interne, hein, avec notre équilibrage de notre masculin et de notre féminin, la possibilité de créer des projets, de pouvoir les mettre en place, de les organiser, d'avoir vraiment tout ce qui est possible en matérialité, et puis la stabilité, etc. Et puis la possibilité aussi, affectivement, de pouvoir refaire des choses dans la 5D et donc de pouvoir reconstruire des choses correctes, actives et surtout stables et vraiment dans quelque chose, enfin, c'est l'empereur et l'impératrice, hein, on n'est pas sur un autre type de couple, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture immense, etc., qui peut être aussi vraiment la reconnexion de flammes jumelles pour ceux qui sont vraiment en cours de reconnexion, qui sont dans l'attente de la construction de ces énergies. On a vraiment une ouverture et une matérialisation de tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est ultra positif. Mais encore une fois, vous voyez bien que c'est la concentration de ces numéros. Donc on n'est pas sur du 10, on est sur du 1. On ne doit pas laisser ce libre arbitre ne pas intégrer le 1. On doit faire confiance au 1, c'est-à-dire faire confiance à ce qui est au-dessus de nous pour qu'il nous guide. Donc on est toujours dans cette, je reboucle, hein, on est toujours dans cette histoire de je fusionne le mental et l'intuition, parce que là il faut faire confiance pour qu'on ait vraiment la reliance, la conduction presque des énergies extérieures vers nous-mêmes. C'est cette absence de zéro finalement, ce sacrifice du zéro au 1, où on dit bah oui, mon libre arbitre mental, finalement je le fusionne avec mon intuition, et en le fusionnant avec mon intuition, je vais dans le 1, c'est-à-dire que je laisse l'univers m'apporter les projets et la matérialisation et la contraction des énergies qui souhaitent m'envoyer. Ils ne souhaitent pas m'envoyer le 12, la maison Dieu et tout ça. On est sur quelque chose de complètement différent. On est sur vraiment... alors, qu'est-ce que ça donne au niveau On est sur... Alors, le 4, par exemple, au niveau des lettres hébraïques, c'est le Dalet. Et il faut vraiment que vous compreniez que le Dalet, c'est le gardien. C'est la porte, c'est le gardien du seuil. C'est même assimilé au sphinx, quoi. On rentre dans une dimension, on passe. Quand j'ai fait mes études, il y avait un truc ATP, la art et tradition populaire, qui me plaisait bien. C'était dans certaines cérémonies, dans toutes les sociétés, ça existe, ça s'appelle les rites de passage. Ben là, c'est ça. On est dans un rite de passage, on passe sous une porte. Avant, les mariés, ils passaient, c'est un rite de passage, de changement d'état, en fait, de changement de situation, sous une espèce de voûte, de fleurs, on jette du riz, etc. Donc il y avait vraiment un rite de passage. Il y a plein d'autres sociétés où il y a plein d'autres rites de passage comme ça, c'est celui qui me vient immédiatement, mais voilà. Et là, c'est pareil, on est dans une histoire de porte, il y a un rite, cette porte, elle est ouverte que dans la contraction. Il faut bien comprendre que dans le 13, qui est même c'est la grande mer, c'est-à-dire qu'on c'est l'océan en fait, on se perd dans la mer intérieure et il n'y a pas de limite, hein, et c'est surtout la renaissance, vraiment, donc c'est un peu comme l'arcane sans nom, c'est le 13. Donc on est obligé d'aller dans les profondeurs internes pour aller chercher quelque chose que finalement on ne sait pas si on va trouver, mais il va falloir ressortir de là différent. Du coup c'est vraiment pareil que, en tout cas, très parallèle à notre arcane sans nom du tarot de Marseille. Et en contraction, on a cette porte.
Donc cette porte, elle est vraiment, enfin je veux dire, là on sait où on va, on passe sous la porte pour aller ailleurs. Alors je vous dis pas qu'on sait, on sait à quoi ressemble l'ailleurs, mais globalement, ce qui nous est dit, c'est, voilà, t'as le choix, hein. Est-ce vraiment un choix? On se demande, mais vous l'avez, on l'a. Donc voilà. Dans les autres cartes des hébraïques, le 16, donc il correspond à la maison de Dieu, correspond à la maison de Dieu, et en fait, lui, c'est Ayin. Et Ayin, il demande absolument à ce qu'on regarde une situation, c'est l'œil. C'est l'œil de la source, en fait. Et ça correspond à la maison de Dieu où on voit que, poum, la construction, je sais pas où je l'ai mis, si c'est là. En fait, on voit que il y a une espèce d'éclair divin qui arrive et qui décapite la couronne de la tour. Alors là, la couronne sur celle-là, elle est encore là. Mais c'est l'œil de la source. Et en fait, là, on voit qu'il y a une intervention divine pour pouvoir prendre les choses et prendre conscience. Et là aussi, Aïn, on nous demande de prendre conscience, de regarder la situation sous un angle différent, qu'on est un peu observé. Donc voilà, on voit qu'il y a une certaine similitude dans les énergies, qu'elles soient astrologiques ou qu'elles soient au niveau numéro, même si je les fais illustrer par les tarots, parce que je trouve que c'est plus parlant, c'est plus, ça marque plus l'esprit et qu'on visualise vraiment mieux les énergies quand on les voit en fait. Et ça, c'est une forme de matérialisation, même une forme de matérialisation qui, avec le tarot de Marseille, peut parler de façon alchimique aux inconscients collectifs de tout le monde. Donc, puisque c'est construit avec les couleurs, etc., il y a vraiment différents niveaux de lecture, comme évidemment chaque lame alchimique, mais Dieu sait que le tarot de Marseille en est un. Et donc, ça peut permettre aussi une meilleure compréhension de tout ce qui est véhiculé. Voilà, et bien écoutez, c'est mon interprétation de 2017. J'espère que ça vous aura éclairé et en tout cas ça vous laisse la possibilité de réfléchir et de vous positionner aussi si vous rencontrez des situations qui peuvent justement suite à ce que j'ai raconté vous parler. J'en profite en finissant cette vidéo pour vous souhaiter de tout mon cœur une très belle, très heureuse année 2017, qu'elle puisse voir la matérialisation vraiment de ce que vous êtes, de vos rapprochements avec vous-même, qu'elle voit aussi pour tout le monde l'accès à la paix intérieure et la paix entre nous. Pour moi, c'est quelque chose de très important et surtout que chacun puisse garder la meilleure santé en ayant conscience de la joie d'avoir un corps en parfaite santé, en parfaite harmonie et qui peut, comme ça, on peut aussi faire face à sa mission de vie et pouvoir rester en relation avec les autres de la meilleure façon qui soit, puisque c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite plein de lumière, plein de belles choses pour tout 2017, plein d'amour aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt pour certainement une nouvelle vidéo. Ciao ciao.